Mon nom s'affiche comme tout à l'heure, mais tout à l'heure c'était pas moi. Après la théorie, la pratique, avec des intervenants que je vais vous présenter tout de suite. Nous avons Yann Leriche, qui est président directeur général de Getlink, vous savez, c'est le tunnel sous la Manche. Nous avons Philippe Ducombe, qui est en visioconférence depuis Paris, qui est le président de ExxonMobil Europe. Nous avons Lucille Schmitt, qui nous a fait le plaisir de venir de Paris en train, qui est vice-présidente de la Fabrique écologique et qui était fondatrice d'ailleurs de ce think tank. Et puis Claude Cramp, qui est donc l'économiste de TSE, qui va commencer cette session en nous rappelant un petit peu ce qu'on doit atteindre avec les objectifs de Paris et surtout est-ce que c'est atteignable et où en est la France dans cette situation assez critique qui a été exposée dans la première partie de notre sommet. Bien, merci Guylaine. Christian Gaulier, tout à l'heure, vous a expliqué à quel point c'était difficile de définir le bien commun. Alors, pour la session que nous avons ici, je vais vous proposer une définition. C'est ma définition personnelle, hein, donc je ne dis pas qu'elle serait partagée par tout le monde, mais le bien commun pour cette session ici porte le nom barbare de troposphère. La troposphère, c'est la partie basse de l'atmosphère, dans laquelle vous trouvez 90% des gaz de l'atmosphère. C'est là où se situent les épisodes météorologiques, etc., etc. Et cette troposphère qui nous fait vivre, non, et toutes les espèces vivantes, elle mesure à peu près 12 km de hauteur. 12 km, ouais, c'est quand même pas terrible. Si vous voulez avoir une idée plus précise, ou en tout cas une image, imaginez un ballon de football. Un ballon de football, c'est à peu près 22 cm de diamètre. La troposphère, à la surface de ce ballon, elle mesurerait 0,2 mm. 2 dixièmes de millimètre. Et donc pendant des millénaires, nos ancêtres ont vécu là, en prélevant des ressources à la surface et en rejetant à la surface. Mais depuis 2 siècles quasiment maintenant, on a essayé d'aller voir dessous ce qu'il y avait. Et donc notre activité essentiellement consiste à prélever à l'intérieur du ballon des choses qu'on dépose à la surface du ballon. Donc on comprend assez vite que ce n'est pas tenable longtemps. Parce que progressivement, on sature cette minuscule couche qu'il y a à la surface du ballon. Et donc cette saturation provoque des effets, et qui sont des effets très négatifs, et donc pour lesquels il faut absolument mettre en place des solutions, parce que à terme, les conséquences sont quand même assez catastrophiques. Donc, à peu près toutes nos activités rejettent du dioxyde de carbone ou des gaz de même nature qui ont tendance à s'accumuler dans l'atmosphère et à provoquer donc, le réchauffement dont on parle. Donc il faut bien comprendre une chose que aussi beaucoup de gens oublient, c'est ce qui est important, ce ne sont pas les émissions elles-mêmes, c'est le stock qui est contenu dans la troposphère. Donc chaque fois qu'on émet, on augmente le stock, sauf si on arrive à le vider progressivement. C'est un problème de baignoire élémentaire, comme on en apprenait autrefois dans les écoles. Donc il ne suffit pas de diminuer nos émissions, il faudrait arrêter complètement et au contraire prélever l'atmosphère. Donc soit rejeter dans le sous-sol, des solutions que les pétroliers peuvent envisager, puis ils ont une expertise là-dedans, soit développer à la surface de la planète des normes surfaces de produits, des arbres, des choses comme ça, qui régulièrement peuvent absorber ce CO2. Alors, est-ce que nous sommes bien placés, demande Guylaine. Bien, le mot placé n'est pas tout à fait le bon mot, parce que ça suppose qu'il y a une course. Alors, ce n'est pas une course que nous faisons en ce moment. C'est vraiment on a un problème d'équipe. C'est un jeu d'équipe. Ou si vous préférez, c'est une partition qu'on joue avec tout un orchestre. Donc il ne suffit pas qu'il y ait quelques bons musiciens dans l'orchestre pour que le total soit bien un bon morceau. Hein. S'il y a de mauvais musiciens par ailleurs et de très bons musiciens, au total, vous allez avoir une vraie catastrophe symphonique. Hein. Donc il faut que tout le monde remplisse son rôle, chacun à sa façon. Alors j'avais porté, je ne sais pas si on va pouvoir le voir, 2 ou 3 transparents pour montrer notamment les émissions. Non, ça, c'est pas moi. C'est pas moi non plus. Bon, donc c'est pas grave. Donc, pour vous dire que si on s'en tient simplement, je sais pas qui a proposé ces transparents, c'est pas les miens. Si on s'en tient aux performances. Il y avait une
très intéressante carte de l'Europe oui, où on voyait où en était chacun des pays. Moi, je et viens la France montrer. était... Non, mais on va laisser tomber. Mais on voyait que la France n'était pas un des pays les plus émetteurs. Donc non, absolument. Je voulais juste que vous rappeliez quelques chiffres avant qu'on rentre dans, effectivement, les solutions pour stopper cette émission de Alors, attention, cette carte représentait les émissions du secteur énergétique, pour la production d'électricité. Alors, si on ne regarde que la production d'électricité, la France est très bien placée grâce à son parc nucléaire. On trouve à peu près au même niveau d'émissions très faibles, de l'ordre de 30 grammes par kilowattheure, si je me souviens bien, les pays nordiques, qui ont beaucoup d'hydraulique. Et parmi les mal classés, on trouve les Allemands, et puis les pires de tous, c'est bien les Polonais, qui brûlent énormément de charbon pour produire l'électricité. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas la seule source d'émissions. Il y a aussi les transports, l'agriculture, l'industrie, etc., etc. Alors, un dernier mot pour finir cette introduction. Donc, l'électricité et l'électrification qui a été la grande réalisation du XXe siècle. Vous vous souvenez peut-être que Lénine avait dit que le communisme, c'était les soviets plus l'électrification. Et 80 ans plus tard, Neil Armstrong, qui était à la tête d'une commission d'ingénieurs américaine, avait classé l'électrification comme étant la première réalisation du XXe siècle. Donc, avec 80 ans d'écart, ils avaient trouvé le moyen d'être d'accord. Peut-être la seule chose sur laquelle ils étaient d'accord, éventuellement. Donc, pour aller vers... Ah, voilà la carte, peut-être qu'on va nous la montrer, là. Non, c'est pas vrai. Pour aller vers plus de améliorer les performances. Donc, ce qui est envisagé, c'est qu'on triple la production d'électricité à l'échelle mondiale. Pourquoi la tripler? Parce qu'il faut maintenant la faire rentrer absolument partout. Pour l'instant, elle était surtout au départ dans l'éclairage, puis dans le chauffage, puis dans la cuisine, puis dans les industries. Maintenant, il faut qu'elle soit aussi dans les transports, dans toutes les industries, etc., etc. Donc, cette augmentation phénoménale de la production d'électricité qu'on attend dans les décennies qui viennent, pour qu'elle soit en phase avec la décarbonation, il faut aussi qu'elle soit faite de façon propre. Donc ce qui est prévu, c'est non seulement de tripler la production, ce qui demande des investissements considérables, mais aussi de changer complètement le mix énergétique, le bouquet énergétique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, voilà, vous l'avez enfin la carte dont on parlait, donc qui reprend les chiffres que vous voyez, ce sont les émissions de CO2 en grammes par kilowattheure émis. Donc vous voyez, la France a un très bon score. Alors, ça dépend des heures évidemment, puisqu'il y a des moments où on émet plus ou moins avec telle ou telle technologie, mais on a quand même une bonne image de ce qui se passe en général. Donc le triplement s'accompagne, je finis rapidement Guylaine, d'un changement complet dans le bouquet énergétique, dont fini les énergies fossiles, dans le projet zéro émission en 2050. Voilà, vous avez là. Donc l'actualité, c'est la barre qui est tout à fait en haut. Le projet, c'est la barre qui est tout à fait en bas. Donc tout ce qui est sur la gauche du graphique disparaît. Il n'y a plus de charbon, il n'y a plus de gaz, quasiment. Un peu, si on peut le réinjecter dans le sous-sol. Et vous voyez la barre d'en bas qui est supposée représenter notre projet pour 2050. C'est la partie droite qui a pris de l'ampleur, le solaire en orange et le vent en bleu, plus un peu d'hydraulique et de nucléaire. Malheureusement, cette cible-là, elle paraît un peu inaccessible parce qu'en partant d'en bas, vous avez d'abord ce qu'il faudrait faire. Ça, c'est la barre qui est tout à fait en bas. Juste au-dessus, vous avez ce que les gouvernements disent qu'ils vont faire. Et la barre qui est encore au-dessus, c'est ce qu'ils font réellement. Donc, même dans le pire des cas de ce qu'ils font réellement, il va falloir doubler la production, mais en réalité, il faudrait la tripler. Donc, il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Merci beaucoup. Oui, on a énormément de pain sur la planche. Je voulais juste savoir si on a M. Philippe Ducombe en vidéo. Je ne le vois pas, donc je ne sais pas s'il est là. Moi, je vous vois, je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, je ne le vois pas, donc c'est... Voilà, on l'entend. Bon. En attendant peut-être qu'on ait l'image, je vais me tourner vers vous. Vous êtes une industrie qui est déjà très décarbonée, puisque la plupart de vos activités sont électriques. Vous allez nous expliquer ça. Et je voudrais que vous nous expliquiez en quoi le train est vraiment, vraiment très, très bon pour la planète par rapport aux autres modes de transport. Vous nous donnez quelques chiffres. Et comment on fait quand on est déjà très décarboné comme vous pour faire encore mieux? Qu'est-ce qu'il y a comme piste? Je voudrais que vous nous fassiez un petit topo sur voilà, vos activités et
votre engagement aussi. Vous êtes une entreprise qui a toujours innové et vous êtes aussi très actif sur ce plan-là. Ok, alors pourquoi le train est vert? Le train est vert pour deux raisons. La première, c'est qu'il fonctionne à l'électricité. La deuxième, c'est parce que énergétiquement, il consomme 6 fois moins qu'un camion qui roule sur la route, simplement parce que le contact rail roue en métal est extrêmement efficace, bien plus efficace qu'un pneu sur une route qui consomme beaucoup plus d'énergie. Alors effectivement on est vert, mais on ne s'arrête pas là, parce que même quand on a le tunnel sous la Manche, qui est un tunnel électrique, des navettes électriques qui le traversent, des trains électriques qui sillonnent l'Europe, et puis même des câbles électriques avec nos activités énergétiques chez Getlink, évidemment on n'est pas encore au bout de l'histoire, puisqu'il faut arriver à net zéro et qu'on continue d'émettre du CO2. C'est pourquoi on est extrêmement engagé dans nos actions. On est une entreprise privée, cotée, et donc on a un impératif financier, économique. Il faut qu'on continue de générer du profit, de gagner de l'argent pour pouvoir continuer à vivre, payer nos salariés, nos partenaires, payer nos taxes, nos impôts pour alimenter les budgets publics des collectivités locales et de l'État. Et en même temps, il faut qu'on fasse notre part en matière climatique. L'Europe a pris des engagements, Fit for 55, et donc on sait qu'on doit avoir une trajectoire de décarbonation. Et ce qu'on fait, la première chose qu'on fait pour aller plus loin, c'est qu'on se dote des bons instruments. Parce qu'aujourd'hui, la finance d'un côté est un sujet mature, on a les bons indicateurs, on sait faire. À côté de ça, pour mesurer, même sur le climat, qui n'est pas le sujet le plus difficile... On va aborder la question spécifique de la mesure dans une troisième partie. Ce serait bien juste que vous nous disiez concrètement qu'est-ce que vous faites. Vous avez encore des locomotives diesel, vous avez encore des bâtiments qui ne sont pas isolés. Je ne sais pas, quelles sont les activités, les actions prioritaires qu'on fait pour gagner encore un petit peu de performance énergétique chez Getlink. Ok, donc on mesure bien, on y reviendra tout à l'heure, parce que c'est extrêmement important. C'est le dernier chapitre, si on va y consacrer du temps. Et ensuite, on continue de chercher, partout où c'est possible, les technologies qui sont les plus vertes possibles, qu'on ait des solutions durables ou des solutions moins durables. Alors, je vous donne un exemple parmi bien d'autres. Le réseau ferré national français électrifié en gros à moitié. Nos services roulent sous caténaire pour 50% d'entre eux. Le reste, on est encore avec des trains diesel parce que le réseau n'est pas électrifié. On ne sait pas faire tellement différemment aujourd'hui, et donc on a un partenariat innovant avec Avril. On récupère des résidus d'huile de colza pour faire rouler nos trains de fret. C'est pas la solution de l'avenir, ça pose encore un certain nombre de difficultés. En attendant, pendant les 5-10 prochaines années, on réduit nos émissions de CO2 de 60%. C'est très concret et c'est tout de suite. Philippe Ducon, vous nous entendez? Ah, bah je vous vois. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. La technique a fonctionné. Donc, vous avez carrément créé une nouvelle branche chez Exxon qui s'appelle Low Carbon Solutions. Je voulais savoir un peu qu'est-ce qui vous a motivé, quels sont vos objectifs et qu'est-ce que fait cette nouvelle entité d'Exxon? Tout d'abord, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Je suis ravi d'être avec vous, cette fois-ci virtuellement. Ça fait aussi partie des changements de comportement. C'est pas très facile de faire Bruxelles-Toulouse en train, comme vous dites. Et donc je vous rejoins aujourd'hui par vidéo. Et c'est vrai que pour une société comme ExxonMobil, une société du pétrole et du gaz, la transition énergétique, ça a quand même des aspects assez particuliers. On a un rôle sociétal, des rôles sociétaux. On a un rôle qui est de fournir de l'énergie pour permettre à la société de profiter de la prospérité qu'on connaît. Et on a un rôle aussi pour réduire les émissions. Et c'est là qu'on a les différents éléments qui se mettent en œuvre. Pour nous, la stratégie est simple, elle est claire. Ça s'appuie sur 4 gros piliers. Réduire nos propres émissions, les émissions de nos usines. Aider nos clients et nos partenaires à réduire leurs propres émissions, on en a parlé un petit peu. C'est de la recherche et du développement parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans le terme technologique pour la réduction des émissions. Et puis c'est participer à des débats, participer à la mise en place de nouvelles politiques qui permettront de déployer certaines de ces technologies qui aujourd'hui sont difficiles à déployer. Alors, comme vous le disiez, c'est de la théorie, il y a beaucoup de concret aussi. On a des objectifs en termes de réduction de nos émissions. On a déjà atteint nos objectifs qu'on s'était fixés pour 2025, pour 2030. On a clairement expliqué réduction de 70 à 80% de nos émissions de méthane en termes d'intensité, réduction de 30 à 40% de nos émissions de CO2.
en termes d'intensité. Ça c'est des données de 2016 à 2030. On a la neutralité carbone net zéro, scope 1 and 2 pour nos usines à l'horizon 2050. Et non seulement un objectif, mais maintenant on a des feuilles de marche pour chacune de nos usines qu'on a développées au cours des 2 dernières années pour savoir comment on va y arriver. Et puis il y a ce que vous mentionniez, c'est la création de cette nouvelle entité, Low Carbon Solution, solution bas carbone, qui vient à côté et en supplément de notre activité pétrole et gaz, notre activité raffinage, chimie et lubrifiant. Cette nouvelle entité dont l'objectif et la mission est de déployer certaines de ces solutions. Il y en a 17 milliards de dollars qui ont été mis de côté et qu'on souhaite investir d'ici à 2027 pour aider à réduire les émissions. Alors, en pratique, Low Carbon Solution se focalise aujourd'hui sur 3 grosses technologies. Le captage et la séquestration du carbone, le stockage du carbone, c'est essayer de prendre de l'atmosphère ou avant que ça n'aille dans l'atmosphère, récupérer le CO2 et le mettre sous sol. Les biocarburants, il y avait un exemple qui a été mentionné il y a 2 minutes, là, comme alternative au diesel classique. Et puis l'hydrogène qui peut aussi jouer le rôle, qui jouera un rôle dans pas mal d'applications, comme par exemple, ça pourrait être le transport. Donc, clairement pour nous, c'est des technologies spécifiques, clairement établies, avec l'ambition d'être un leader dans ces domaines-là. Et je pense qu'on pourra en discuter plus avant en termes de qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on fait dans la pratique. Merci. Après ce premier tour de table, je me tourne vers vous, qui êtes à la pointe de l'observation sur l'écologie. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ces différentes approches? Chaque industrie tente de trouver des solutions. Dans la big picture de ce qui se passe sur la planète, est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est les entreprises qui sont, avec les moyens qu'elles ont, bien placées pour faire évoluer les choses? On en parlait dans la première discussion. Voilà, le rôle des entreprises là-dedans et les solutions proposées. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup, Guylaine, de me donner la parole. J'ai compris que j'étais dans le rôle de la contrariante, puisque j'ai écouté votre introduction. Donc, je ne vais pas vous expliquer que tout va très bien lorsqu'on séquestre du carbone. Mais je pense qu'il y a une chose qui est frappante, c'est que, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a des activistes dehors. Il y avait déjà des activistes, si j'ai bien compris, l'année dernière. Donc ça devient une habitude qu'il y ait des activistes pour ce sommet du bien commun. Et du coup, je me disais que la difficulté à laquelle on est confronté, c'est pas seulement la question du bien commun, c'est la question du langage commun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce qui est devant nous en termes de transition écologique, la question qui est posée, au fond, c'est est-ce qu'un jour, il y aura un langage commun entre des activistes, des économistes plutôt libéraux, des chefs d'entreprise et cette capacité donc à envisager les choses en termes de projets de société et donc de parler de cette démocratie qui tout à l'heure a été évoquée par Christian Gaulier. Donc je pense que le sommet du bien commun doit chercher le langage commun et qu'il ne va pas de soi que le langage économique soit le langage commun sur l'écologie. Je voulais en dire un petit mot parce que il se trouve que je pense être la seule dans la salle à avoir été un jour chez les Verts et que, à l'évidence, lorsqu'on était dans un parti politique écologiste, l'économie était plutôt l'ennemi. L'entreprise était plutôt l'ennemi. Moi, j'ai toujours été dans l'idée qu'il fallait discuter, aborder la controverse. Et je me rappelle d'une journée d'organisation de journée d'été des Verts où j'ai proposé d'inviter des grands chefs d'entreprise et on m'a dit non, ils recevront des tartes à la crème. Donc, si vous voulez, je pense que la question de faire société et d'organiser la controverse est un élément important et certainement que pour ce sommet du bien commun, l'enjeu effectivement d'avoir des contrariants, d'organiser la controverse est un élément essentiel de crédibilité. Il faudra le dire aux activistes qui par ailleurs vont, parce que je suis ici, expliquer que je suis une traître. Donc, oui, donc je pense que cette question de la segmentation du discours, des lieux de débat, la façon dont on discute sur les enjeux écologiques, c'est un point important et je voulais en dire un mot. Après, par rapport à ce qui a été dit à la fois par Yann Le Riche et puis par vous, monsieur. Je pense que la difficulté, c'est qu'au fond, chacun dit qu'il a ses objectifs, qu'il les atteint, et d'ailleurs souvent qu'il les atteint en avance. Moi, c'est ça qui me frappe lorsqu'on évoque les questions écologiques, et que par ailleurs, on voit bien que l'enjeu de la transformation du modèle, elle est d'une certaine manière pas abordée
par l'entreprise elle-même. C'est-à-dire que, comme ça a été dit tout à l'heure, l'entreprise n'a peut-être pas vocation à aborder la transformation du modèle. Où est-ce qu'elle se fait donc, où se fait donc la transformation du modèle, et notamment sur la question des énergies fossiles. Vous savez que depuis de longue date, des ONG parlent des stranded assets, c'est-à-dire au fond des actifs échoués, en disant que à terme, mais le sujet c'est à terme quand, au fond, ces entreprises vont perdre, les actifs de ces entreprises vont perdre de la valeur, qu'elles vont subir des catastrophes qui peuvent être financières, et pas seulement qu'on n'est pas seulement dans un langage moral. Donc l'enjeu, c'est au fond comment est-ce que on organise la transformation du métier, voire le renoncement, ce qui est notamment demandé par un certain nombre de C'est ce que demandent les activistes qui sont à la porte de et les activistes le demandent, et d'une certaine façon, lorsqu'on lit le rapport de Jean Pisani-Ferry qui a été évoqué tout à l'heure, on peut considérer qu'il ne parle pas de renoncement, mais il parle d'une transformation profonde, et donc et notamment de renoncer dans certains secteurs, et de transformer, et de réindustrialiser en réindustrialisant vert. Donc la question qu'on se pose, c'est plutôt comment est-ce que la transformation implique des renoncements, des innovations, et comment est-ce que on peut respecter l'accord de Paris. Vous l'avez dit tout à l'heure, on en est très loin. Aujourd'hui, l'État français subit des procès climatiques qu'il perd. Ça n'a pas de conséquences opérationnelles concrètes. Mais on arrive de ce fait à une espèce de débat surréaliste, de monde orwellien, où l'État français est condamné parce qu'il ne respecte pas l'accord de Paris, et par ailleurs, ce que vous nous démontrez, c'est qu'il ne le respectera pas, et les entreprises, enfin, selon les secteurs dans lesquels elles travaillent, au fond disent on fait au mieux, mais se placent dans une situation où l'accord de Paris ne sera pas respecté. Oui. Voilà. Juste un mot, après on va revenir sur du concret. On est là, il y a des entreprises qui gèrent des solutions. Alors, effectivement, comme vous me l'aviez dit au téléphone, on ne peut plus produire de la même façon. Et il y a des entreprises qui ne produiront peut-être plus. Mais je voulais savoir, de votre point de vue, les efforts qui sont faits là par Total, Exxon, Getlink, etc., c'est quand même un impact très fort par rapport à ce que font même les citoyens. Ah, je ne sais pas quoi dire par rapport à ça, parce que la question de mesurer, on a beaucoup parlé de la mesure dans la premier échange, la question de mesurer comment les comportements vont évoluer dans les 5-10 années qui viennent, je pense que c'est impossible. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y aura une transformation exponentielle? Est-ce que elle sera segmentée? La diminution de carbone par ces entreprises, elle est mesurée. Oui, mais la question, oui, d'accord, mais la question, c'est aussi qu'est-ce qu'on offre. Pour le coup, c'est un jeu de marché, c'est-à-dire en termes d'offres et demandes, est-ce qu'on offre suffisamment aux citoyens la possibilité de changer? C'est le mouvement des Gilets jaunes, c'est la question d'être prisonnier de sa voiture. Est-ce que le train, je rappelle que juste avant, l'année où il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement avait, dans le rapport Spinetta, prévu la fermeture des petites lignes de train. On est dans une région, l'Occitanie, où je crois qu'on mise beaucoup sur le rail, et notamment sur les trains du quotidien et sur la gratuité des transports. Toute la question, si vous voulez, c'est aussi le défaut d'anticipation des gouvernements par rapport à la vie quotidienne et la façon dont on organise la possibilité que les personnes changent. Chacun d'entre nous est dans un réseau de contraintes quotidien, et notamment lorsqu'il a un niveau de revenu plus faible, etc. Donc on peut quand même dire que je ne suis pas sûre que la balle soit vraiment dans le camp des citoyens sur l'aspiration à changer. Je crois que beaucoup de gens disent qu'ils ont envie de changer, mais qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire. Et je crois aussi que la question, puisqu'on est dans une salle où il y a beaucoup d'économistes, c'est comment est-ce qu'on envisage la temporalité, le lien entre générations, notre responsabilité par rapport à ce qui vient. On parlait de donner les moyens aux citoyens de changer leur comportement. C'est un sujet qu'on avait abordé ensemble. Vous disiez qu'on ne fait pas assez de marketing pour les nouvelles solutions, et qu'il ne faut pas seulement avoir des contraintes, on va parler justement des différents indicateurs, il ne faut pas seulement des contraintes, des obligations, il faut aussi donner envie aux gens d'utiliser les nouveaux moyens ou les plus propres et meilleurs pour la planète. Oui, c'est juste. Moi, ce qui me frappe quand on parle de climat, c'est qu'on parle de physique. Combien de tonnes de CO2 on émet, combien de tonnes il reste à émettre pour atteindre la limite des 1,5 degré ou des 2,5 degrés. Donc ça, c'est la première partie. On parle de physique. On parle d'économie, de taxes carbone, de mécanismes de redistribution, etc. On ne parle jamais de désirabilité du monde de demain décarboné. Si on oublie le fait que les nouvelles solutions qu'on envisage, même si elles sont vertes,
ce sont des solutions qui potentiellement peuvent être refusées par tout le monde, hein, par nous comme citoyens ou comme entreprise vis-à-vis de notre entreprise. On n'y arrivera pas. Et donc ça, c'est un sujet pour nous qui est au cœur de nos réflexions. Si on n'arrive pas à faire, par exemple, du train, qui est notre métier, un transport de Paris ou de Lyon ou de Toulouse à Londres qui soit attractif, eh bien, on n'y arrivera pas. Il sera décarboné, mais ça ne marchera pas. Donc effectivement, je pense qu'il faut remettre également du marketing au sujet de la question du climat, parce qu'on est simplement des êtres humains, on n'est pas que rationnels, on est aussi émotionnels. Et tant qu'on n'aura pas abordé cette partie-là, on aura raté une partie du chemin. Vous pouvez commencer là à poser vos questions, on va pouvoir y répondre, mais je voudrais encore faire un tour de table sur cette fameuse question des indicateurs qui perturbe beaucoup les dirigeants d'entreprise. Je voulais commencer par vous, Philippe Ducombe. Vous m'expliquiez très clairement que si vous faisiez ce que demandent les activistes, c'est-à-dire réduire votre production de gaz, vous auriez des meilleures notes, scope 1 et 2 et 3, puisque évidemment vous feriez moins de CO2, mais peut-être que le gaz que vous n'avez pas produit et qui devait aller en Inde, eh ben, ça va se transformer en de la consommation de charbon. Donc voilà, comment vous voyez les choses et comment il faudrait modifier peut-être ces normes pour qu'elles ne soient pas juste axées sur l'activité de l'entreprise, mais sur l'impact sur l'ensemble de la planète. Oui, merci pour la question. Et quand on réfléchit à ce qui a été dit avant, la taxe carbone, quand on parle d'offres et de demandes, et pourquoi il n'y a pas plus d'offres d'autre chose, et il y a l'offre de ce qu'on connaît aujourd'hui, je pense que ce qu'il y a de sûr et de clair, c'est que les produits, l'énergie, le pétrole, le gaz, la raison pour laquelle les personnes l'achètent, c'est que c'est un produit essentiel et qu'il est moins cher que les alternatives. Comment faire pour que le prix du carbone, le prix de l'émission soit reflété dans le prix d'achat du client? C'est la taxe carbone, c'est le prix du carbone qui permettra de mettre en concurrence les nouvelles solutions bas carbone et les solutions actuelles. Et donc, les solutions qu'on a, on en parlait, que ce soit mettre de la capture de carbone en aval d'usines, que ce soit de produire des biocarburants ou que ce soit d'utiliser de l'hydrogène, toutes ces solutions étant bas carbone, elles sont plus chères. Ça ajoute un coût. Ça peut être 2, 3, 4 fois plus cher que les solutions traditionnelles. Comment les rendre concurrentielles? Alors bien sûr, il y a l'aspect technologique, c'est ce qu'on fait, on travaille dessus, mais il y a aussi l'aspect social, économique, réglementaire. Comment faire en sorte que le prix du carbone permette d'orienter la demande vers les produits bas carbone plutôt que la situation qu'on connaît. On a été clairement et explicitement des supporters de la taxe carbone comme concept pour faire ajuster la demande. C'est pas en rationnant les produits qu'on fabrique aujourd'hui qu'on va aider qui que ce soit. Tout ce que ça va faire, c'est augmenter significativement le prix des solutions traditionnelles sans pour autant réduire le coût des solutions alternatives. Enfin, je pense qu'on a des économistes et des sociologues qui sont plus à même d'expliquer ça que moi. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on regarde, c'est comment mettre en place des solutions bas carbone au moindre coût, mais on doit le faire avec les politiques, avec les gouvernements, pour s'assurer que ça puisse être fait dans des conditions économiques qui aura une rentabilité au bout du compte. On regarde la capture et le stockage de carbone, on travaille sur ces sujets-là. On a annoncé 2 projets concrets aux États-Unis qu'on a développés l'année dernière qui seront en service, le premier en 2025. C'est parce qu'il y a un cadre réglementaire et un environnement qui nous permet de travailler avec des partenaires, des émetteurs, des gens qui sont susceptibles de transporter le carbone et nous de le stocker pour réduire des solutions. 4 millions de tonnes à l'horizon 2025-2026, c'est une étape. C'est un de nos savoir-faire, c'est pour ça qu'on pense que c'est important qu'on le mette en avant et qu'on essaie de le faire. Je pense qu'il y avait cette question de est-ce qu'on a un dialogue commun? Si une chose est sûre, c'est que la neutralité carbone est une nécessité. C'est quelque chose qu'on partage, c'est quelque chose qu'on a ensemble. La question, c'est comment y arriver? Et comment y arriver? Faut créer cet environnement entre les technologies, le cadre réglementaire, les infrastructures qui permettront à ces nouvelles solutions de se développer, qu'on puisse y investir et qu'avec les effets d'échelle, elles deviennent de plus en plus abordables. Je me tourne vers vous parce que justement on avait parlé quand on avait préparé cette table ronde du prix de la taxe carbone.
C'est pas commode pour les entreprises parce que bon, le prix de cette taxe, elle va évoluer dans le temps. Et vous, quand vous faites un investissement, c'est un investissement à 40, 50, 60 ans. C'est la durée de vie de vos locomotives. Et donc, vous disiez qu'il fallait un système de régulation de cette taxe à carbone, un peu comme on a une régulation sur les monnaies. Et vous avez même, de votre côté, inventé, avec d'ailleurs la Toulouse School of Economics, une marge décarbonée, un instrument de mesure. Est-ce que pouvez-vous nous expliquer votre problème de taxe carbone et votre nouvelle mesure inventée avec TSE? Très bien. Donc effectivement, je disais en introduction, nous on a un double impératif. On a un impératif économique et financier d'un côté. La survie de notre entreprise en dépend de notre écosystème et des taxes qu'on paye pour assurer le welfare de nos pays. Et deux, on a un impératif climatique. Aujourd'hui, ce qu'on voit, je le disais, c'est qu'on a des instruments de mesure qui sont bons du côté finance. On n'est qu'au début de l'histoire concernant la mesure du climat et de façon générale de toute la problématique ESG. Et on voit qu'aujourd'hui, on est tous un peu perdus. Les travaux de l'EFRAG qui proposent des nouveaux indicateurs à la Commission européenne, on en a dénombré plus de 1100 dans la proposition. Moi, je ne sais pas gérer une entreprise avec plus de 1000 indicateurs. Et j'aimerais bien que ceux qui savent faire viennent m'expliquer, parce que c'est bureaucratique, c'est long, c'est compliqué. Et par ailleurs, on mesure donc la finance d'un côté et de l'autre côté, on mesure les aspects extra-financiers, comme si c'était deux mondes qui ne se parlaient pas. En réalité, on est une entreprise avec une stratégie et donc le besoin de mettre les deux dans le même panier. Et donc on a créé effectivement, dans le cadre de notre chaire avec les collègues de la TSE, un indicateur qui fait le lien manquant entre la finance et le climat en l'occurrence, en calculant notre marge décarbonée. C'est extrêmement simple. On prend notre marge, notre excédent brut d'exploitation, donc notre chiffre d'affaires moins nos coûts. Donc ça, c'est la marge classique. Et on lui enlève on rajoute une facture virtuelle à ce stade qui correspond à la facture carbone qu'on paiera demain quand le carbone aura un vrai coût dans le cadre de la mise en œuvre des politiques européennes qui consistent à mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur et donc donner un prix au carbone. Et donc cette nouvelle marge décarbonée, en la comparant à notre marge classique financière, nous permet de voir si d'abord on est capable de la payer. Beaucoup d'entreprises ne sont pas capables de payer leur marge carbone demain, donc ça c'est un problème de survie. On est au cœur de la stratégie des entreprises. Bon, nous on a de la chance, on l'a dit, on est déjà assez vert et donc on décrante notre marge classique de 3% seulement, ce qui nous donne à la fois des possibilités d'investir et d'une certaine façon des obligations puisqu'on est une entreprise verte et donc si on n'arrive pas à déployer nos solutions, c'est qu'on n'arrive pas à décarboner l'économie. Ça c'est le premier point. Alors pour faire ce travail, évidemment, donc on calcule nos émissions, on les valorise et c'est là que le bas blesse. Donc on a pris là aussi sur recommandation de Christian Gaulier, on a pris les travaux les plus récents de l'Agence américaine de l'environnement actualisés qui donnent un coût de la tonne de carbone à 197 €. Donc c'est plutôt en haut des fourchettes dont on parle récemment. Il n'empêche que quand on fait un investissement aujourd'hui dans nos métiers ferrés lourds, quand on achète une locomotive pour 50 ans, on fait des calculs économiques et typiquement une locomotive de fret aujourd'hui, est-ce qu'on achète une locomotive diesel pour qu'elle puisse aller partout sur le réseau non électrifié, ou est-ce qu'on achète une locomotive hydrogène en se disant que c'est peut-être mieux pour demain? Le problème, c'est que l'hydrogène, c'est pas mature, ça commence tout juste à démarrer pour le train passager, des trains plutôt légers. Nous, c'est des trains lourds, donc prendre de gros risques industriels et se lancer avec les premiers à faire des locomotives hydrogène, pas facile. Bon, on pourrait faire un calcul, on pourrait réfléchir si on avait une idée du coût du carbone demain, dans le temps. Or, aujourd'hui, l'Europe met en œuvre ce principe du pollueur-payeur très très bien. Il y a le marché ETS, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Le sujet qu'on a, c'est qu'on n'a aucune visibilité sur l'évolution du coût du carbone. Or, c'est quand même globalement pas très très compliqué. À partir du moment où l'Europe a décidé de faire Fit for 55, on a une ambition de trajectoire carbone et donc on est capable de calculer, si ce n'est une trajectoire carbone dans le temps, au moins un corridor qui nous permette de faire des calculs économiques qui soient fiables.
parce que l'argent privé est rare, l'argent public est rare, la transition, on l'a dit, va coûter cher, et donc il est absolument impératif qu'on soit dans une logique de performance, c'est-à-dire mettre l'argent là où il va vraiment servir, avoir un vrai rendement, et ça aujourd'hui, malgré tous les efforts que nous faisons à notre échelle, on a besoin que la puissance publique, avec nous, travaille et nous donne un horizon temporel suffisamment long pour qu'on fasse des calculs pertinents et qu'on prenne les bonnes décisions pour décarboner. Donc on fait notre part d'effort, on l'a compris avec notre indicateur, mais il faut aussi qu'on ait, et ça c'est un appel aujourd'hui, de la visibilité, c'est extrêmement important sur le coût futur du carbone, sinon on n'y arrivera pas. Une question pour vous qui est posée par le public. Quelle est la bonne mesure pour acter des efforts faits par les entreprises, les collectivités en faveur de la réduction de CO2 ? Quelle est la bonne mesure ? Moi, je crois que la décarbonation a été investie comme une mesure. C'est-à-dire que l'idée de la neutralité à 2050, c'est en plus quelque chose qui est porté au niveau des différentes COP. On a peu parlé au fond de... Les scopes 1, 2 et 3, est-ce que c'est la bonne mesure ? Scope 1 et 2 et 3, je rappelle, enfin rappelez-le, vous le ferez mieux que moi, non ? Non, je pense que vous le ferez mieux que moi. Non, mais 1 et 2, c'est en gros ce que produisent les entreprises elles-mêmes, et le 3, c'est ce que produisent leurs clients. Par exemple, Monsieur Exxon est très mal noté parce que son scope 3, c'est les automobilistes qui achètent de l'essence parce que pour le moment, c'est plus commode. Voilà. Et donc, est-ce que c'est la bonne mesure ? Est-ce qu'il ne faut pas agir sur les citoyens plutôt que sur l'entreprise qui, elle, est pénalisée parce qu'elle vend à des gens qui ont continué les mauvaises habitudes ? En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est Scope 3 qui fait que toutes les assemblées générales sont dérangées par des activistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'attente d'une grande partie de... je ne sais pas si je vais dire toute la société, sûrement pas, mais en tout cas d'une partie de la jeunesse, qui est une partie puissante. Et sur l'écologie, la notion de minorité active qui a été théorisée par Serge Moscovici a toujours été une notion essentielle. Au fond, l'idée, c'est bien sûr de viser la majorité, parce qu'on est dans un lien entre écologie et démocratie qu'il faut faire, mais que toutes les assemblées générales soient perturbées à cause de Scope 3, ça devrait faire évidemment réfléchir ceux qui dirigent les entreprises. Et ça, c'est un point important, parce que, y compris au niveau des actionnaires, c'est un sujet qui est en train de progresser. Vous nous disiez que vous avez mis en place donc, cette structure, cette filiale de captation du carbone, c'est dû aussi à l'arrivée de nouveaux administrateurs, c'est-à-dire que il y a une évolution de la gouvernance au sein des entreprises qui me semble être un point important. Après, ça me semble... Il y a une convergence, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience et on voit bien que c'est pas seulement du côté des activistes, c'est-à-dire que maintenant, on parle de fonds activistes. D'ailleurs, ça me faisait rire parce qu'à un moment, je disais des trucs sur les fonds activistes. Les fonds activistes, ça pouvait être aussi des fonds qui demandaient plus de rentabilité. Mais maintenant, les fonds activistes, c'est des fonds qui demandent plus d'écologie, plus de transition. Donc, il y a un sujet qui est en train d'interférer. Il y a une interaction entre la société et la gouvernance de l'entreprise, et c'est tant mieux. Mais du coup, ça pose, et ça a été dit très bien par Yann Le Riche, ça pose la question des responsabilités de la puissance publique et de la question des échelles. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez évoqué les États-Unis. J'imagine que dans le cadre de l'Inflation Reduction Act, vous avez certainement des mesures qui sont incitatives. L'Europe a choisi... D'abord, l'Europe n'est pas les États-Unis, c'est une coalition d'États. Et par rapport à ce que vous disiez sur le niveau d'ambition de Fit for 55 pour 2030, la vérité, c'est que l'application de Fit for 55, elle relève des États, et donc il y a un vrai sujet sur comment est-ce qu'on fait redescendre les choses concrètement. Peut-être qu'aux États-Unis, les choses redescendent plus concrètement, j'en sais rien. Mais en tout cas, nous, on est dans une situation plus difficile sur le plan énergétique. On a choisi volontairement de s'associer, et donc on pose la norme, et par ailleurs, il faut qu'on fasse évoluer nos règles du jeu. C'est-à-dire qu'il faut autoriser plus d'aides d'État, il faut organiser une politique industrielle européenne, et donc on est dans une situation au niveau européen passionnante lorsqu'on est un acteur public, mais qui pour les entreprises peut poser des difficultés en termes de lien entre la théorie de la directive et la pratique, en termes de subventions, en termes de financement et aussi en termes de compétitivité globale. Voilà. Et puis j'avais juste une petite chose à dire sur l'Inde ou la question du gaz et du charbon. Il y a quand même un discours permanent des grands pétroliers, enfin des grands producteurs de fossiles, qui est de dire on ne peut pas faire autrement parce qu'il faut fournir les pays du Sud.
Et le gaz, c'est mieux que le charbon. Certes, mais ça implique encore une fois, et comme ça a été fait à la dernière COP, des coalitions qui permettent de financer la transition dans les pays du Sud. La difficulté essentielle sur l'écologie, c'est qu'on ne peut pas raisonner sur le petit village français, y compris sur l'adaptation et les émissions qu'on est en train de... Ça, c'est l'idéal. Non, mais l'idéal, c'est pas l'idéal. C'est l'adaptation, c'est très concret. On le vit en région Occitanie. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on réduit nos émissions de gaz à effet de serre qu'il ne faut pas qu'on s'adapte à cause d'un niveau d'émissions qui vient du monde entier. Donc c'est pas l'idéal, Guylaine. Une question là justement sur la démocratie qui est posée par le public. Qu'est-ce que fait Exxon pour répondre aux attentes de la société? La question est un peu, comment dire, abstraite, mais voilà, est-ce que vous êtes en relation avec justement les activistes, les milieux écologiques qui voudraient que vous trouviez des solutions pour réduire votre scope 3, inciter peut-être les automobilistes, je ne sais pas comment, mais est-ce que vous faites de la recherche sur ces sujets? C'est des sujets qui sont effectivement très importants pour nous et on engage, comme on le fait aujourd'hui, avec un large panel de stakeholders, comme on dit en anglais, de membres de la société. Pour nous, comme je vous le disais, on a ce rôle sociétal de fournir de l'énergie et si on a appris quelque chose de la guerre en Ukraine, c'est qu'en avoir à disposition et de façon sûre, c'est important. De façon abordable, c'est important. C'est un rôle qui va évoluer avec le temps. On travaille dans les mêmes, je pense que c'était très bien dit, hein. On voit la neutralité carbone, on sait que c'est une nécessité. Et après ça, il y a 500 scénarios qui existent, que ce soit au travers du GIEC, au travers de l'Agence internationale pour l'énergie, qui voit comment on pourrait répondre aux accords de Paris. Et pour nous, sociétés privées, dans ce domaine-là, il faut qu'on soit capable de répondre aux besoins de la société dans tous ces scénarios. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on a un portefeuille d'investissement et d'opportunités qui nous permet d'investir plus dans les bas carbone au fur et à mesure que cette solution devienne viable et réponde aux attentes de la société, ou de continuer à répondre aux besoins actuels avec les solutions traditionnelles. On a mis de côté de l'argent, j'ai parlé de 17 milliards de dollars à investir pour réduire les émissions, les nôtres, celles de nos clients. L'autre chose qu'on fait, et ça c'est très important, et je pense que vous l'avez très bien dit, c'est un partenariat. Le secteur privé ne peut rien faire sans le secteur public, sans les gouvernements. Beaucoup de choses se feront grâce à des cadres réglementaires qui vont nous permettre d'investir. Et aujourd'hui, en Europe, je pense que ça a été mentionné d'une certaine façon. Je vais le mentionner de façon un peu plus précise, telle que je le vois au travers des yeux des sociétés avec lesquelles je travaille. L'Europe a un déficit de compétitivité significatif pour l'industrie, et ce déficit n'a fait que croître avec la guerre en Ukraine. On nous demande des investissements significatifs pour réduire les émissions de ces facilités, de ces équipements. Le cadre réglementaire qui aujourd'hui, on a ajouté 14 000 pages de réglementation et de lois à Bruxelles au cours des 3 ou 4 dernières années. On rajoute la Net Zero Industry Act pour répondre aux propositions américaines. C'est encore des mandats, des obligations, des objectifs à atteindre sans clairement définir quel est le cas pour investir, comment est-ce que ça va fonctionner, comment est-ce que ça va être profitable pour l'investisseur. Et donc nous, le message là, c'est de dire, regardons, nous on s'en terre de société, mais 17 milliards, ils iront quelque part. Ils iront en Europe si on peut investir en Europe, mais ils iront aux États-Unis, c'est là que c'est plus attractif. Et aujourd'hui, Net Zero Industry Act, c'est clair, c'est simple, ça permet à toutes les technologies de participer si elles répondent aux critères objectifs qui ont été explicités. En Europe, trouver le chemin pour pouvoir avoir accès à certains supports pour les technologies qui aujourd'hui ne sont pas concurrentielles, c'est compliqué, c'est plus de normes, c'est plus d'interdits, c'est plus de choses qui nous sont imposées. Je dirais, heureusement en France, on a maintenant une prise de conscience. On voit les dernières annonces qui ont été faites par le gouvernement, qui font attrait de la réindustrialisation, l'importance d'aider l'industrie à décarboner, une prise de conscience qui nous paraît indispensable parce qu'aujourd'hui, en Europe, on a un défaut de compétitivité et un défaut d'attractivité pour ce qui est des investissements. Et au bout du compte, nous, l'argent ira là où elle pourra contribuer au mieux à la décarbonisation. C'est un problème mondial. Et il est important de continuer à travailler ensemble, en particulier avec le législateur, pour mettre en place des propositions qui sont en concurrence avec ce qui se fait dans le reste du monde.
Une autre question qui est bien pour vous, là, Claude Cramp. S'il est vrai que la France pollue peu sur son territoire, ne devrions-nous pas prendre en compte la production carbone qui accompagne nos importations ou les produits de nos entreprises délocalisées? Vous me disiez juste avant le débat qu'aujourd'hui, eh bien, le carbone dû à nos importations est supérieur à la production par tête d'habitants sur le territoire. Oui. C'est inquiétant. Le problème est toujours le même. Hein. Nous sommes bien d'accord, nous avons un problème mondial qui devrait... Une tonne de carbone émise à Singapour, à Toulouse ou à Los Angeles a le même effet sur l'atmosphère. Hein. Donc, elle devrait toujours coûter la même chose, partout. Mais comme on ne veut pas fixer un prix qui progressivement pourrait être appliqué partout, donc, dès que le mot taxe carbone fait peur à tout le monde, on a vu la convention citoyenne, les gens se mettaient à hurler quand on parlait de taxe carbone, on préfère utiliser des moyens détournés. Alors on finance des rénovations d'immeubles, on finance des panneaux solaires, on finance des éoliennes, on finance des importations de carburant particuliers, etc., etc. Et on oublie qu'en fait, quand on veut investir dans telle ou telle technologie propre, du genre de celle qui était évoquée tout à l'heure, eh bien, une grande partie est importée. Et elle est importée elle a été produite avec des moyens qui ne sont pas forcément très propres. Hein. Et donc, effectivement, j'ai vu récemment un travail fait par un de mes collègues qui montre que les émissions de CO2 par tête produites sur le territoire national sont maintenant plus faibles que les importations de CO2 par tête. Donc ça veut dire que tout à l'heure, Occitanie parlait d'avoir une zone propre au niveau de l'Occitanie, mais si pour obtenir cette zone propre, il nous faut des technologies qui sont importées de pays qui, eux, fabriquent ces technologies avec des moyens qui ne sont pas décarbonés, ce n'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Donc il faut qu'il y ait des mécanismes de correcteurs aux frontières chaque fois qu'on importe de pays qui, eux, ne respectent pas nos normes. Mais bon, l'allure que prend la lutte contre le réchauffement chez nous, c'est plutôt une lutte bureaucratique, ça a été évoqué tout à l'heure. Hein. On multiplie les règlements, on multiplie les méthodes de production. Je ne sais pas, ceux qui ont regardé récemment la RE 2020, la réglementation environnementale 2020, qui a remplacé la réglementation thermique avant, ont pu voir avec des listes que l'arrêté définissant la RE 2020 fait 1800 pages. Alors qui a lu ça en entier, à part quelques professionnels, et encore pour sa partie. Hein. Donc la solution décentralisée qui fait appel à ce qu'on appelle de façon un peu pompeuse l'intelligence collective, qui consiste à passer par le prix, faire payer les gens pour les émissions qu'ils provoquent. Chez nous et dans beaucoup de pays, on préfère des solutions bureaucratiques où on impose des techniques et ça se fait malheureusement un peu au détriment de notre bien commun qu'est la démocratie. Je voulais vous demander, Yann Leriche, est-ce que... d'accord, je termine la question puis je vous donne la parole. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Europe veut être à l'avant-garde avec ses normes, avec ses réglementations, avec ses objectifs? Est-ce qu'elle a les moyens d'être cette avant-garde par rapport au reste du monde? Est-ce que vous, quand vous parlez avec, je suppose, d'autres compagnies dans d'autres parties du globe, vous avez le sentiment d'être donc pénalisé? Alors moi j'ai vécu longtemps aux États-Unis, effectivement la problématique climatique n'est pas du tout vécue de la même façon. J'ai presque envie de dire que ce n'est pas le problème. On est en démocratie, l'Europe a décidé, donc on a décidé collectivement. Une fois qu'on a décidé, ce qu'on ne fait pas bien nous, alors je vais dire de façon générale en Europe, en particulier les Français, on est très très bons pour la théorie, après il faut mettre en pratique. Et moi c'est ça aujourd'hui mon point d'inquiétude, c'est que le fait de donner un prix au carbone est manifestement la bonne solution. Ça permet d'éviter les effets de bord, ça permet d'utiliser l'intelligence collective et d'avoir tout le monde qui innove à son niveau plutôt qu'un État central qui pense tout savoir, etc., etc. Ça a beaucoup de vertus. En revanche, dans la mise en œuvre, on le voit bien, d'ailleurs ça vient d'être dit, je le constate avec tous les textes qui sortent, le nombre d'indicateurs qu'on veut calculer, tout ça devient bureaucratique. Je le répète, l'argent est rare, l'argent public, l'argent privé est rare, or ça va coûter de l'argent et cette transition, si on la paye 2, 3, 4 fois le prix, parce qu'on ne met pas les bons instruments, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on ne les explique pas bien, in fine,
la facture sera ou trop élevée et on va s'appauvrir très largement, ou bien simplement on ne le fera pas parce qu'on n'aura pas les moyens, parce que ce sera rejeté, parce qu'on va s'appauvrir à un point qui ne sera pas acceptable. N'oublions pas que l'argent, on en a besoin pour se payer nos systèmes médicaux, nos systèmes d'éducation, etc. Enfin, le climat, c'est important, mais le jour où on va tous être en danger de mort pour d'autres raisons, on se reposera la question du climat dans son ensemble. Donc, moi, pourquoi je pousse, c'est une mise en œuvre efficace, simple, et les mécanismes aujourd'hui, je pense, économiques ne font pas débat, c'est assez rare. Hein. Parlons d'autres sujets comme la biodiversité, on va passer probablement encore des dizaines d'années à se mettre d'accord sur les bons mécanismes. Le climat, c'est plutôt simple. On sait mesurer une tonne de CO2, on sait lui donner un prix. Donc, alors après, on peut se bagarrer sur scope 2, scope 3, enfin, c'est un débat qui est mineur. La vraie question, c'est comment on fait pour ne pas rendre le système, un, bureaucratique, et deux, effectivement efficace, avec une très large liberté donnée à tous les acteurs, puisque l'effort deviendra de tout le monde, sans oublier malgré tout un rôle sur l'État, parce qu'on n'en parle pas beaucoup ici, mais il y a quand même beaucoup de travaux de recherche qui montrent que quand même sur les sujets d'innovation, si on veut accélérer, puisque le climat c'est quand même une course de vitesse, travaux de Philippe Aguillon notamment, on a besoin d'un certain nombre de systèmes d'aide sur les innovations du futur pour être sûr qu'elles soient proprement développées, enfin, au rythme qui va bien pour atteindre les objectifs de neutralité carbone en 2050, c'est demain. Philippe Ducombe, vous vouliez dire quelque chose. Après, je poserai une question dans la salle et c'est Lucille Schmitt qui répondra. Non, rapidement. Et c'était pour revenir sur le point qui a été fait qui me semble très important. Quand on fabrique pas en Europe, on importe le carbone d'une façon ou d'une autre. Et là, quand on regarde cette question de scope 3, il y a d'autres façons de mesurer un produit, de façon à tout un chacun de comprendre ce qu'il achète. C'est les analyses de cycle de vie et c'est l'empreinte carbone des produits qu'on achète. Et c'est aussi des mesures qui sont indispensables si on envisage de faire des taxes d'importation qui prennent en compte les émissions. Mais c'est des mesures qui permettent à un fournisseur de discuter avec son client, à un client final de prendre une décision sur ce qu'il achète, potentiellement facilement de mettre une taxe carbone sur les produits, puisque ça permet de mesurer l'empreinte carbone des produits tels qu'ils sont mis sur le marché. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on passe beaucoup de temps, essayer de comprendre comment le faire pour nos produits, mais ça s'applique à quasiment tous les produits qui pourraient être mis sur le marché. C'est une alternative à toute la discussion Scope 3, où au bout du compte, Scope 3, tout le monde mesure ce que fait tout le monde et plus personne n'est responsable de quoi que ce soit. Au bout du compte, votre Scope 1, c'est mon Scope 3, mais bon, c'est intéressant. Je pense que bien mesurer, être capable d'expliquer aux gens ce produit est un produit au carbone, celui-là ne l'est pas, et de permettre à tous les acteurs économiques de pouvoir faire des choix éclairés, ça semble être assez productif. La dernière chose, c'est je voulais revenir sur ce que disait Yann Le Riche, et il a tout à fait raison. Le prix du carbone, c'est important. Une visibilité du prix du carbone, ce serait important pour les investisseurs. Aujourd'hui, on a une multitude de prix du carbone en Europe en fonction du secteur, des subsides. L'achat d'une voiture électrique, c'est peut-être 400-500 € la tonne de carbone. ETS, c'est 85. Et chaque secteur et chaque action prise conduit à un différent prix du carbone qui est clairement pas une optimisation économique de la solution pour minimiser le coût de la transition énergétique pour la société. Merci. Lucille, je voulais vous poser deux questions. Une question qui vient de la salle. Est-ce que vous êtes optimiste sur notre capacité à atteindre les accords de Paris? Et moi, je voulais vous poser une question. Est-ce que l'Europe, vous avez entendu ce que disent tous les industriels, etc., et même notre économiste, trop de normes, trop de réglementations, trop d'opacité, trop des instruments qui ne sont pas les mêmes en fonction des secteurs. Bon, est-ce que c'est simplement parce que c'est quelque chose qui est en train d'émerger, donc ça va se simplifier, ou l'Europe n'est-elle pas quand même fondamentalement dans une approche trop normative, trop bureaucratique et pas assez incitative et responsabilisante? Merci, chère Guylaine, de ces deux questions. Donc sur l'accord de Paris, je pense que ce qui est important, c'est de rappeler que c'est un accord universel. Tout à l'heure, je parlais de la question du langage commun. Donc c'est un accord qui a été signé par l'ensemble des parties prenantes de l'ONU, avec ensuite la responsabilité pour chaque État, puisque c'était un accord qui a pu être conclu parce qu'il y avait eu des contributions nationales, et c'était une nouvelle méthode d'ailleurs mise en place par la diplomatie française. Donc chaque État est ensuite responsable de la mise en œuvre. C'est un peu comme au niveau de l'Union européenne. D'ailleurs, les directives européennes, elles fixent un cap avec le Green Deal, le pacte vert, et ensuite chaque État fait comme il veut. À partir de là, être optimiste, je ne sais pas si c'est tellement le terme, mais en tout cas, le sentiment
qu'on n'a pas le choix, si on veut tout simplement continuer à faire société, oui je l'ai, c'est-à-dire qu'il me semble que dans une démocratie comme la nôtre, donner un avenir à ceux qui viendront après nous, c'est essentiel, ça fait partie du pacte démocratique et donc on n'a pas le choix si on veut se donner un avenir commun. Simplement, il me semble très clair que ça implique une évolution profonde des rôles sociaux. Depuis le début de ce sommet, on parle du fait que l'entreprise, son rôle c'est de faire ci, l'État c'est de faire ça, le citoyen c'est d'activer, etc. Moi je crois qu'on est contraints tous à se considérer différemment de ce qu'on aurait pu se considérer il y a 10-15 ans. Je suis persuadée d'ailleurs, monsieur, que comme PDG en Europe d'ExxonMobil, vous avez changé. Je suis persuadée que j'ai changé aussi au fur et à mesure que je connais mieux le caractère concret de ce qu'est la transition écologique. Je ne me contente pas de slogans. Et donc je crois que cette question d'évolution des rôles sociaux, elle est déterminante pour mettre en œuvre l'accord de Paris. Ce n'est pas un accord diplomatique, c'est un accord tout à fait différent de ce qui est tout traité international, parce qu'il est à l'ensemble des échelles et parce qu'il active la relation entre les citoyens, les États, les entreprises, les ONG et les collectivités locales. Je voulais insister là-dessus parce que ça a été dit tout à l'heure en début, en introduction, cette question de voir réellement ce qu'est la transition énergétique. On parle beaucoup d'indicateurs et on parle beaucoup d'abstraction. La vérité, c'est que si les régions sont aussi actives sur la transition écologique aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elles arrivent à une certaine échelle à rendre les choses viables, visibles pour les citoyens. Je parle beaucoup des transports parce que je sais que le train c'est très important en Occitanie. Il y a d'ailleurs aussi l'idée donc de devenir la première région à énergie nette positive en 2050 qui a été évoquée. Donc tout ça c'est essentiel et donc il y a le caractère de jouer entre les échelles qui est important. Comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à jouer entre les échelles? Moi tout à l'heure j'ai parlé, vous m'avez dit l'idéal parce que j'ai parlé de l'international. Je pense, mais bon, la vérité c'est que je crois que l'accord de Paris c'est la référence. Je crois qu'il faut réussir à le remplir d'un contenu concret, mais ça implique de jouer en permanence entre les échelles et entre les acteurs. Et pour cela, ça implique que chacun d'entre nous fasse le lien, et ça c'est compliqué, entre son éthique personnelle, d'une certaine manière, ce qu'il souhaiterait au mieux pour ses proches, et son éthique professionnelle. Et je pense que c'est la difficulté à laquelle on est confronté. Par exemple, Exxon, j'ai lu des articles avant de faire le débat, j'ai vu que vous étiez le grand méchant loup de longue date, depuis les années 1980, parce que vous saviez déjà qu'il y avait le réchauffement climatique en 1980, et vous l'avez caché. Bon, on va pas non mais attendez, je dis ça en riant, parce que je pense que c'est pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est pas que vous étiez le grand méchant loup en 1980, et qu'on s'en soit aperçu après. Le sujet, c'est aujourd'hui comment est-ce que vous changez, mais aussi à titre personnel. Il y a le lien entre le collectif et le personnel qui doit être fait. Après, l'Europe, un mot sur l'Europe, parce qu'on arrive à la fin du débat. Moi, l'Europe, je sais que c'est... on lui reproche beaucoup de normes. C'est vrai, c'est une puissance normative, d'ailleurs, l'Europe. Mais le sujet, c'est au fond, comment est-ce qu'ensuite on applique la norme. Et il n'y a pas que les entreprises qui peuvent donner le chemin là-dessus. C'est évidemment les chefs de gouvernement. Tout à l'heure, on a eu la harangue d'Emmanuel Macron. C'est bien, parce que d'une certaine manière, ce qui compte ensuite, c'est ce qui se passe au niveau de la France. Et on n'empêchera pas l'Europe de produire de la norme, mais quand on a Ursula von der Leyen, qui est élue en 2019 présidente de la Commission, parce qu'elle fait un Green Deal, je pense que c'est un point important qui ne s'était pas produit, qui ne s'était jamais produit. Donc, comment le chemin arrive par les personnes. Après, le droit est aussi une manière, il faut utiliser le droit, en fait. Simplement, il faut l'utiliser d'une manière simple, d'une manière telle qu'ensuite on fasse le chemin. Et au fond, si chacun d'entre nous sait ce qu'il a à faire, il saura utiliser le droit. Merci. Le temps passe vite, donc nous allons conclure avec vous, Claude. Et vous avez un sujet sur la table qui est très intéressant, c'est le nombre de personnes qui vivent sans l'électricité, le nombre de personnes qui chaque année accèdent à l'électricité, avec l'impact que ça a sur la planète, le nombre de milliards de gens, je crois qu'il y a 2,6 milliards de personnes sur la Terre qui n'ont pas accès à des moyens de cuisson non polluants. Donc on rejoint la problématique de Lucille. Vraiment, faites-nous un peu un topo sur cette problématique et ce qui nous attend. Oui, parce que nous avons beaucoup parlé de nous ici, des gens qui vivent dans le bon hémisphère, en quelque sorte. Mais il y a quand même sur cette planète beaucoup de gens qui n'ont pas l'électricité. Vous ne pouvez pas imaginer que nous vivions sans électricité aujourd'hui. C'est absolument inimaginable. Or, il y a encore quasiment 1 milliard de personnes qui vivent sans électricité sur la Terre. Alors, il y a eu un progrès. Depuis les années 2010, on a assisté à une augmentation du taux d'électrification.
Mais malheureusement, alors ça c'est le bon côté, hein, mais il y a toujours un côté sombre dans ce genre de résultats. Les économistes passent leur temps à chercher les côtés sombres. C'est que cette augmentation du nombre de gens qui ont maintenant accès à un réseau électrique, on la trouve surtout en Asie. Quasiment pas en Afrique. En Afrique, quasiment rien s'est passé. Hein. C'est quasiment en Asie. Et en Asie, malheureusement, on sait que la plupart du temps, l'électricité est produite avec des centrales thermiques, notamment au charbon. Donc on peut se louer, être content de se dire, enfin, il y a de plus en plus de gens, de l'ordre de 300 millions, si je me souviens bien, d'individus qui maintenant ont accès à l'électricité qu'ils ne l'avaient pas avant. Mais maintenant qu'on sait que cette électricité est produite avec des moyens qui ne sont pas du tout décarbonés, ce n'est pas peut-être une si bonne idée pour tout le monde. C'est bon pour eux, les habitants des pays d'Asie, mais ce n'est pas bon pour la planète. Hein. Donc l'électrification massive vers laquelle on va, qui d'ailleurs soulève des tas de problèmes qu'on n'a pas le temps de traiter ici, hein. Notamment, je rappelle quand même à tous ceux qui l'auraient oublié que l'électricité, l'énergie électrique n'est pas stockable. Et c'est à cause de ça, d'ailleurs, que l'électricité a perdu la bataille du transport au XXe siècle contre les produits pétroliers. Hein, parce que, justement, elle n'était pas stockable. Sauf chez vous, puisque vous l'accrochez à un fil qui est pendu au-dessus des locomotives. Hein, donc vous pouvez l'utiliser tout le temps. Les métros, les trains, etc. Mais autrement, on a perdu la bataille d'électricité du transport au bénéfice des produits pétroliers au cours du XXe siècle. Donc maintenant, on va essayer de réduire ça par 36 moyens, donc électrification du transport, hydrogène, biocarburants, etc. Mais il y a quand même encore beaucoup de choses à faire. Bien, merci. On termine sur cette note un peu sombre. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette réflexion. Et dans quelques instants, on va parler de mobilité, qui est un des grands sujets de la planète. Voilà, merci.